À toutes et à tous. Bienvenue à cette réunion voilà, de la cellule RIT, la cellule de coordination nationale à Chambre d'agriculture France, ACTA et IRAE, et donc RIT, la cellule de recherche, innovation, transfert, en collaboration bien sûr avec l'RMT Climat sur l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique. Donc voilà, on est bien là pour échanger effectivement lors du Varenne. Dans le cadre du Varenne, on avait eu plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres. Et donc, vous savez, côté filière, avec une contribution sur l'adaptation au changement climatique, dans laquelle il y avait eu l'identification des différents leviers d'adaptation. Et en parallèle, au niveau du territoire, il y a eu un travail mené par les chambres d'agriculture régionales sur les diagnostics des vulnérabilités des productions agricoles face au changement climatique. Lors du cadre du Varenne, il y a eu des événements spécifiques à cette thématique. Et aujourd'hui, sur la suite du Varenne, voilà, on vous propose de regarder de plus près les diagnostics territoriaux. Et donc, il y aura, voilà, notre réunion sera séquencée avec une première intervention de Marion Platin de l'ACTA, qui nous présentera une synthèse des diagnostics territoriaux, suivie par une intervention de Marie Ferragut de la Chambre régionale de la Nouvelle-Aquitaine, qui témoignera sur la suite du Varenne et comment, effectivement, dans une région, on travaille pour la mise en place d'un plan d'action d'adaptation au changement climatique. Et suite à cette intervention, on vous propose effectivement d'échanger et donc de prendre des questions et aux intervenants aussi en général sur la suite du Varenne. Et les buts, on sait, il y a ce travail en parallèle sur les territoires via les plans d'adaptation régionaux et sur les filières avec les stratégies d'adaptation des filières au changement climatique. Suite à cette introduction, voilà, je regarde déjà, ça fait 13h03. On voulait attendre encore un peu, mais je vois que le nombre de participants est plutôt conséquent. Donc, je vous propose de continuer et je donne la parole à Mathieu un peu pour les règles, voilà, on va dire, de Voilà, cette réunion. merci Stéphano. D'un point de vue purement pratique, on va vous demander de couper vos micros pour pas avoir de bruit qui puisse interférer lors des deux premières présentations. Vous pouvez très bien utiliser le chat pour poser vos questions. On y reviendra du coup lors de la troisième séquence. Et du coup, lors de cette troisième séquence, n'hésitez absolument pas à lever la main. Vous avez une petite option réaction pour du coup intervenir et vous pourrez très bien prendre la parole en désactivant votre micro à ce moment-là. Voilà, mais dans un premier temps, plutôt privilégier l'option d'interagir via le chat pour réagir aux interventions qui vont être faites. Et du coup, je passe la parole à Marion qui va nous parler des diagnostics territoriaux. Oui, alors je vous montre mon écran tout de suite. Alors, moi, effectivement, je vais vous présenter une synthèse des diagnostics territoriaux d'adaptation au changement climatique, hein, donc les 13 qui ont été faits par les 13 chambres d'agriculture de France métropolitaine. Et donc, ces diagnostics constituent un point de départ avant de faire donc, des plans d'action territorialisés. Donc, première question, que contiennent ces diagnostics? Alors, déjà, il faut noter que ces diagnostics sont relativement hétérogènes, hein, c'est-à-dire que si on regarde rien que le nombre de pages, le plus court, il y a 19 pages et le plus long, il y en a 75, donc c'est relativement hétérogène. Mais on a quand même deux grandes parties principales qu'on retrouve dans ces diagnostics. On a toute une partie sur le climat et les productions en région et toute une partie sur des illustrations qui sont donc des cas particuliers de production dans une zone spécifique du territoire. Donc je vais structurer mon sommaire en suivant donc, ces deux grandes parties. Donc il y aura donc la première partie sur les climats et production en région, vous expliquer quelles informations on y trouve, quels outils, quelles ressources et quels indicateurs sont utilisés pour décrire les évolutions climatiques. Et il y aura une deuxième partie un petit peu plus longue sur les illustrations. Donc, quelles informations on y trouve, quelles productions sont représentées, quels indicateurs agroclimatiques ont été utilisés, et je vais aussi vous parler des AFOM et des leviers d'adaptation qui ont été envisagés.
Donc, on commence tout de suite avec le climat et les productions en région. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie? Alors, on a tout d'abord une description à chaque fois dans chaque diagnostic du contexte actuel en termes de climat, de topologie, de pédologie, d'hydrologie, etc. On a aussi une description des productions agricoles de la région et une description des évolutions climatiques et parfois aussi hydrauliques de la région. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de cette partie, évolution climatique et hydraulique, pour vous parler tout d'abord des indicateurs qui ont été choisis pour décrire cette évolution. Donc, dans absolument tous les cas, tous les diagnostics, il y a une description de l'évolution des températures et une description de l'évolution des précipitations. On a dans la majorité des cas aussi une description du nombre de jours estivaux par an, du nombre de jours de gel par an et du cumul de l'évapotranspiration. Et on a plein d'autres indicateurs, mais ce qu'on retrouve en majorité ensuite, c'est des éléments tels que le bilan hydrique. On a aussi des éléments en lien avec l'hydrologie, comme la recharge pluviale des nappes, le débit moyen des cours d'eau ou le débit d'étiage, par exemple. On a aussi le nombre de jours de précipitations extrêmes, etc. Un petit point pour vous expliquer quelles ressources et outils ont été utilisés pour décrire le climat. Donc, non seulement l'évolution du climat passé a été décrite, mais aussi celle du climat futur avec des projections. Donc, pour ce qui est du climat passé, c'est généralement Oracle qui a été utilisé. Donc, il y a un observatoire des chambres d'agriculture qui permet de retracer l'évolution du climat sur les 40-50 dernières années et qui est mis en lien avec les pratiques agricoles. Donc, ils récupèrent leurs données de Météo France, par exemple, et de la DRAF aussi. Et pour le climat futur, l'outil le plus utilisé, ça a été le DRIAS, le futur du climat, donc, qui a été utilisé dans le site des diagnostics. Donc, c'est une plateforme qu'on trouve sur le site de Météo France et qui permet de faire des projections du climat en fonction de différents scénarios et qui permet aussi, par ailleurs, d'analyser le climat passé également. Et en fait, à partir des données du DRIAS, on a Climat 21 qui a été utilisé dans la moitié des diagnostics, qui est aussi un outil des chambres et qui permet de mettre en lien, donc en prenant les données du DRIAS, de mettre en lien avec l'impact sur l'agriculture. Et il y a également des descriptions, donc, comme je vous l'ai dit, de l'hydrologie. Et dans ce cas-là, c'était plutôt donc, des données de l'Agence de l'eau, dans 5 diagnostics. Il y a aussi d'autres outils qui ont été utilisés. Par exemple, il y a Climat HD de Météo France, par exemple, et des données un peu plus régionales aussi qui ont été utilisées. Maintenant, je vais vous parler donc, des illustrations qui ont été présentées. Donc, pour vous rappel, donc, les illustrations, c'est donc un type de production dans un territoire. Mais attention, parce que la définition de production, comme la définition de territoire, varie parfois d'un diagnostic à l'autre, ou même au sein d'un diagnostic. Par exemple, production, parfois, ce n'est pas qu'un seul type de production, on a parfois des mélanges. Je pense par exemple à Centre-Val de Loire qu'on mélangeait dans une illustration maraîchage, viticulture et arbo. Et après aussi, territoire, ça va aussi dépendre. Dans certains cas, un territoire, c'est un département. Dans certains cas, c'est en fonction du type de sol. En Ile-de-France, il sépare périurbain et rural. Et puis même, dans certains cas, c'est la totalité de la région qui est considérée comme le territoire d'étude pour l'illustration. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve avec 109 illustrations dans la totalité des diagnostics, ce qui fait en moyenne 7 illustrations par région et 5 filières par région. Mais là aussi, c'est très variable. On a entre les deux extrêmes, c'est celui qui est en allemand, il a 3 illustrations, celui qui en a le plus, il en a 19. Donc, encore une fois, c'est assez hétérogène. Et donc là, je vous présente les différents types de production qui ont été représentés. Donc, si on regarde les grandes cultures et l'élevage ruminant, on a à eux deux 60 illustrations, ce qui représente donc plus de la moitié des illustrations qui ont été faites dans le diagnostic. Après, on a l'arboriculture, donc dans 10 diagnostics, le maraîchage, l'horticulture et la viticulture, dans 8 diagnostics. On a l'élevage porcin, qu'on retrouve 2 fois, et l'aviculture aussi. Et après, on a aussi d'autres types de production. On a l'apiculture, on a la riziculture en Camargue, on a aussi le houblon. Là, je vais très rapidement passer, mais c'est juste pour vous représenter un petit peu l'hétérogénéité de la répartition des illustrations représentées par région. Donc, plus c'est foncé, plus il y a eu d'illustrations réalisées. Donc, pour les grandes cultures et les élevages ruminants.
Maintenant, je vais vous expliquer quel genre d'informations on trouve dans les illustrations. Donc, je vais vous présenter 3 points, mais je vais rentrer en détail ensuite sur chacun de ces 3 points dans les diapos suivantes. Donc, on a une description d'indicateurs agroclimatiques, évolution d'indicateurs agroclimatiques avec des projections. On a des AFOM. Et on a aussi, à la suite des AFOM, généralement, des descriptions de leviers, de pistes d'adaptation qui sont envisagées. Donc, pour commencer avec l'évolution des indicateurs agroclimatiques, donc on a plus d'une trentaine d'indicateurs agroclimatiques qui sont utilisés différents dans tous les diagnostics, mais là, je vais vous présenter ceux qui ont été utilisés le plus de fois, donc qui ont été utilisés dans 10 diagnostics, et pour vous montrer aussi, ils ont été utilisés pour montrer quoi. Donc, le premier, on a le nombre de jours où la température maximale va dépasser 25-30 degrés, donc utilisé pour quantifier le risque de stress thermique. Hein, évidemment, cette tendance, elle est plutôt à l'augmentation. Et dans les diagnostics, c'était utilisé pour illustrer, par exemple, l'augmentation du risque d'échaudage des céréales, d'arrêt de la pousse de l'herbe ou de l'inconfort animal. On a aussi des bilans hydriques qui permettent de quantifier donc, le risque de stress hydrique. Et dans les diagnostics, on observe une tendance d'augmentation de fréquence et de durée des stress hydriques, ce qui peut menacer par exemple le remplissage des grains. On a aussi des indicateurs de la somme des températures qui peuvent être utilisés pour quantifier l'évolution de la date d'atteinte de certains stades phénologiques. Donc, on a une augmentation des températures et généralement, ils observent donc une précocification des stades. En viticulture, c'est souvent noté la modification des caractéristiques organoleptiques. Et lorsqu'on est dans une situation où l'eau n'est pas limitante, on peut avoir une augmentation du potentiel de biomasse et donc, par exemple, la possibilité de faire des dérobés. On a aussi le nombre de jours de gel qui est quantifié, donc qui est plutôt, le risque de gel est plutôt en diminution, mais les diagnostics ne cessent de répéter que ce n'est pas pour autant que le risque de gel disparaît et qu'il faut bien entendu prendre en compte ce risque en parallèle avec la modification des stades phénologiques du fait de l'augmentation des températures. Donc on peut regarder le gel sur épi, le gel au déboulement de la vigne, etc. On a aussi d'autres indicateurs qui ont été utilisés, comme la pluviométrie, la date de dernière gelée, le rendement, le THI, etc. Maintenant, je vais vous parler des AFOM. Donc, les AFOM, c'est des analyses des atouts, faiblesses, opportunités et menaces. Et dans notre cas, les AFOM, elles sont utilisées pour mettre en évidence quels éléments vont avoir une influence positive et quels éléments vont avoir une influence négative sur les capacités d'adaptation des filières et des territoires. Donc, pour vous permettre d'appréhender un petit peu les différents sujets qui ont été abordés dans les AFOM, je vais vous présenter différents thèmes, des thèmes les plus fréquemment abordés et qui peuvent être considérés comme des composantes des capacités d'adaptation. Donc, on a la capacité de disposer d'assez d'eau pour les exploitations, les capacités de résilience du territoire, on a les capacités de protection des plantes et des animaux contre le stress hydrique ou thermique. Et donc, je vais vous présenter à chaque fois des exemples d'éléments issus des AFOM qui pèsent positivement ou négativement sur ces différentes composantes de l'adaptation. Donc, si on commence avec les capacités de résilience, l'élément qui est vraiment revenu le plus souvent en lien avec les capacités de résilience, c'est tout ce qui va favoriser ou défavoriser les capacités de diversification. Donc, on a plus de 76 mentions dans les AFOM à ce sujet-là. Donc, par exemple, en élément favorable, on peut avoir la diversité des profils topoclimatiques sur le territoire et en élément défavorable, la tendance générale à l'hyperspécialisation. Évidemment, ces capacités de diversification vont bien entendu être dépendantes des filières. Dans certaines filières, il y a moins de capacités de diversification, notamment variétale, que d'autres. On a aussi une dizaine de mentions à ce qui va concerner positivement ou négativement les aides ou les assurances en cas d'aléas climatiques. Là aussi, ça va dépendre des filières. Il y a certaines filières qui le mentionnent plutôt comme un facteur favorable et d'autres qui vont plutôt le mentionner comme un facteur défavorable parce qu'elles sont absentes ou parce qu'elles sont inadaptées. Ensuite, si on regarde la capacité de disposer d'assez d'eau pour les exploitations, le facteur défavorable qui va revenir le plus souvent, ça va être la compétition
entre les usagers, que ce soit du milieu agricole ou hors du milieu agricole. On a aussi de nombreuses mentions aux éléments concernant les ressources naturelles. Donc, est-ce que le territoire possède ou pas une pluviométrie importante, des cours d'eau, etc. Et un exemple de facteur défavorable qui est pesé dessus et qui est souvent cité, c'est les restrictions sur l'accès à l'eau, par exemple. On a aussi une dizaine de mentions à ce qui va concerner le réseau de distribution et notamment son niveau d'entretien. Ensuite, on a plus d'une vingtaine de mentions à des éléments favorisant et défavorisant les capacités de stockage. Donc, par exemple, le stockage peut être, cette capacité peut être pénalisée, par exemple, par une image sociale délétère. On a aussi des mentions à des freins réglementaires qui limitent les capacités de stockage ou de retenue d'eau. Et enfin, même si c'est cité que 5 fois, je trouvais que c'était intéressant de noter les mentions aux différents éléments en lien avec le recyclage des eaux usées traitées. Donc, par exemple, en élément favorable, on a les zones touristiques et puis il y avait des mentions sur aussi l'évolution de la réglementation de la REUT. Ensuite, il y avait des éléments concernant la protection des cultures contre la chaleur ou la sécheresse. Donc, il y avait plus d'une cinquantaine de mentions à des éléments en lien avec les capacités d'irrigation. Donc, on a par exemple des sols portants qui sont plutôt favorables et en facteur défavorable, on a par exemple la ponte ou les restrictions sur l'irrigation. Il y a aussi des mentions, plus d'une cinquantaine au sol. Donc, en général, c'est est-ce que les sols du territoire ont une réserve utile importante ou pas? Est-ce qu'il y a des dynamiques sur le territoire de protection des sols, etc. Et enfin, il y a ce qui va concerner donc évidemment les caractéristiques intrinsèques des plantes qui vont bien évidemment dépendre des filières. Dans certains cas, on va avoir par exemple plus de capacité de diversification qui va permettre par exemple d'aborder des stratégies d'esquive. On a aussi des filières où les plantes sont intrinsèquement plus gourmandes en eau et là, dans ce cas-là, ça sera un facteur défavorable par exemple. Et enfin, on a des éléments concernant la protection des animaux contre la chaleur. Généralement, c'était pour aborder soit les caractéristiques de l'environnement extérieur, donc généralement la présence ou l'absence d'arbres dans le milieu, et aussi les caractéristiques de l'environnement intérieur, donc notamment quel est l'état en fait du parc bâtiment dans l'illustration étudiée. Et enfin, il y a bien entendu quelques mentions aux caractéristiques des animaux, évidemment dépendant des filières. Donc, est-ce que c'est des animaux qui sont naturellement plutôt sensibles à la chaleur, comme les vaches laitières, l'élevage porcin ou l'aviculture, ou est-ce qu'on est avec des animaux sur des races rustiques, etc. Donc là, je vous ai présenté ces points-là. Il y en aurait d'autres à aborder. Il y a aussi pas mal de références à l'exploitation de la ressource alimentaire par les animaux, sur ce qui va favoriser ou défavoriser le pâturage, par exemple. Mais bon, voilà, je vous ai abordé un petit peu les points principaux des AFOP. Et pour terminer, je vais vous parler donc des leviers d'adaptation qui ont été envisagés. Donc, généralement, à la suite de chaque illustration, on avait des leviers d'adaptation envisagés pour atténuer les impacts négatifs du changement climatique. Et donc, juste pour vous faire une petite rétrospective, pendant donc la thématique 2 du Varenne de l'eau, avec la cellule Recherche, Innovation, Transfert et le RMT Climat, on a fait un travail d'identification et de catégorisation de différents leviers d'adaptation en se basant sur les diagnostics filières. Et donc, en gardant un petit peu cette catégorisation des leviers, la catégorisation thématique des leviers, et si on regarde donc, les diagnostics territoires, on arrive donc à une trentaine de catégories de leviers que je vous ai représentées ici. Donc, la taille est proportionnelle au nombre de diagnostics qui vont citer cette thématique de levier. Et donc, bon, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus, mais ce qui est important ce qui peut être intéressant à noter, c'est qu'il y a une très bonne cohérence entre les catégories de leviers identifiés, qu'on a identifiés dans les diagnostics filières, avec ceux qui sont dans les diagnostics territoriaux. Et qu'en plus de cette cohérence thématique, on a également un enrichissement de la base de données grâce à des précisions sur certains leviers ou des leviers un petit peu plus spécifiques qui sont précis. Donc, c'est des diagnostics qui sont à la fois cohérents et complémentaires.
Et donc, je vais vous parler un tout petit peu plus en détail des différents leviers d'adaptation qui ont été envisagés. Donc, je vais vous faire un petit top des leviers les plus envisagés. Donc, la première chose à regarder, c'est que ce qui revient le plus souvent dans les leviers d'adaptation envisagés, ça va être le levier espèces et variétés, donc quelles que soient les productions. Donc, ça va concerner en termes d'espèces, de choix d'espèces plus résilientes, plus adaptées. On a beaucoup de mentions de sorgho, par exemple, et aussi donc l'amélioration variétale. Si on regarde donc maintenant production par production, si on regarde dans les grandes cultures, ce qui va être le plus cité, donc dans 8 diagnostics sur 12 qui mentionnent les grandes cultures, on a tout ce qui va concerner l'amélioration des propriétés hydriques du sol, donc par l'utilisation de couverts, par le travail du sol, par la limitation de l'érosion, etc. On a aussi l'irrigation. Donc, le simple fait d'irriguer, en fait, c'est déjà un levier, mais on a aussi des travaux sur améliorer l'efficience de l'irrigation, sur améliorer le pilotage de l'irrigation, par exemple. Et on a aussi des mentions de l'esquive, donc en termes de date de semis ou en termes de choix de précocité. En deuxième, on retrouve la diversification culturelle. Donc ça, c'est un levier qui soit à l'échelle de la parcelle, diversification intraparcellaire, ou à l'échelle des exploitations, et avec l'allongement de la rotation. Et en troisième, donc 3 diagnostics vont mentionner les arbres comme levier d'adaptation envisagé en grande culture. Maintenant, si on regarde en élevage ruminant, on a donc les arbres qui viennent en premier pour leur fonction d'ombrage avec les espèces et variétés ensuite. En deuxième, on a les bâtiments, donc que ce soit la ventilation, que ce soit l'utilisation de matériaux adaptés. On a aussi un levier sur l'optimisation de la ressource alimentaire qui regroupe pas mal de choses, mais qui permet en fait, c'est un levier qui concerne tout ce qui va permettre de maximiser et d'optimiser l'exploitation de la ressource alimentaire, que ce soit avec les techniques de pâturage, en utilisant des dérobées fourragères, en faisant du déprimage, etc. On retrouve ici une nouvelle fois la diversification culturelle. Et ensuite, 5 diagnostics font aussi mention de l'utilisation d'espèces ou de races qui soient adaptées aux contraintes du changement climatique. En troisième, si on regarde à l'arboriculture, on a en premier pareil espèces et variétés. En second, on a la mobilisation de la ressource en eau, donc que ce soit le recyclage de l'eau ou que ce soit le stockage d'eau, le stockage de retenue d'eau. En maraîchage, en premier, on retrouve l'irrigation une seconde fois. On a le même deuxième espèce et variété qui se retrouve aussi avec mobilisation de la ressource en eau. En viticulture, c'est l'espèce et variété qui arrive en premier. Et en second, on a des éléments sur la conduite des cultures pérennes, donc que ce soit des éléments en rapport avec l'implantation ou avec le mode de conduite, la densité, le palissage, etc. Et enfin, on a donc les propriétés du sol qu'on retrouve une troisième fois. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que ça vous a donné un petit peu une idée de ce qu'on trouve dans les diagnostics et que ça va alimenter un petit peu vos discussions par la suite. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par la suite. Merci. Merci Marie. Il y a déjà quelques questions qui émergent, on y reviendra tout à l'heure dans la phase de discussion. N'hésitez pas à poser également d'autres questions. Marie, je te laisse la main du coup pour nous parler de la manière dont, en région, on met en place un plan d'adaptation. Oui, alors je vais partager mon écran. C'est bon, tout le monde voit le diaporama? C'est bon. C'est OK. Super. Donc oui, je me présente, Marie Ferragut, je suis chargée de mission adaptation au changement climatique au sein de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'ai participé aux travaux de la thématique 2 du Varenne. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire part un peu de notre organisation pour élaborer et mettre en place un plan régional d'adaptation au changement climatique, donc qui fait suite à ces travaux. Alors juste avant de vous parler un peu d'élaboration de ce plan d'adaptation, je voulais moi aussi revenir là sur les travaux du Varenne de la thématique 2, puisque la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine s'est fortement mobilisée là pour contribuer à ces travaux.
Donc là, je vous ai fait un petit résumé. Donc en fait, une concertation régionale a été engagée avec notamment la mise en place d'un comité de pilotage. Donc il est constitué pour la Nouvelle-Aquitaine de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine, de la DRAF, des 2 agences de l'eau, donc Agence de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, du Conseil scientifique Acclimatera et puis de l'INRAE. Donc voilà, on a ce comité de pilotage qui a été mis en place. Et puis, on a également organisé 5 ateliers débats qui ont regroupé à peu près 30 participants issus d'une diversité de structures pour élaborer en fait le diagnostic territorial et plus précisément là, les AFOM dont on a parlé juste avant. Donc, on a produit donc, ce diagnostic territorial pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous, il ciblait en fait 5 couples filières territoires que je vous ai listé ici. Donc, on avait de représenter donc, les bovins viande et les pommes en Limousin, les caprins en zone nord Nouvelle-Aquitaine, la viticulture pour tout ce qui est vignoble bordelais, cognacé, et puis le système à rotation classique en zone intermédiaire et le système maïs-légumes en zone sud Nouvelle-Aquitaine. Si je continue, donc on a réalisé un séminaire régional le 4 février donc au lycée de Loisellerie qui a regroupé donc, plus de 80 participants. Voilà, des acteurs des filières, c'était à la fois des chargés de mission, des conseillers, on avait des directeurs, des élus, des présidents, donc une diversité d'acteurs. Et puis également une diversité de structures. Là, je vous ai mis un peu toutes les structures qui étaient représentées à ce séminaire. Et donc, lors de ce séminaire, on avait toute une partie en plénière et puis on a également organisé des ateliers. Donc, l'objectif, c'était vraiment en fait de créer une véritable dynamique régionale, puisque du coup, il a fait suite un peu aux travaux là qu'on avait initiés dans le cadre du Varenne. Donc cette journée, ça a été vraiment en fait l'occasion de restituer tous les travaux qu'on avait menés dans le cadre du Varenne, mais aussi de poursuivre en fait la réflexion et de s'engager en fait vers la voie du plan d'adaptation régional au changement climatique. Donc on a réalisé là une vidéo du séminaire qui est présent sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale. Voilà, vous pourrez la visualiser après la réunion. On a également donc, produit des fiches leviers d'adaptation, puisqu'en fait, lors des ateliers que l'on a réalisés l'après-midi, en fait, pour les leviers d'adaptation qui avaient été préidentifiés dans le diagnostic territorial, eh bien, le but, ça a été de valider ces leviers, de les corriger, de les compléter avec donc, de nombreux échanges. Également, donc pour chacun des leviers, il a été défini si ces leviers étaient plutôt mobilisables à court terme, c'est-à-dire 2022, à moyen terme 2025 ou à long terme 2030. Et puis, on a également identifié les leviers prioritaires, considérés comme prioritaires par le groupe. Donc, on a fait ces exercices-là pour les coupes filières territoires qu'on avait déjà traités dans le diagnostic. Donc des fiches là aussi qui sont disponibles en ligne. On a également donc, réalisé une page Varenne agricole là, sur le site web de la Chambre régionale. Donc voilà, en résumé, les travaux pour la région sur le Varenne. Et donc, j'en viens un peu à la suite de ce Varenne pour nous. Eh bien, l'objectif, c'est d'écrire un plan régional d'adaptation au changement climatique. Donc, on a un peu 2 étapes qu'on a identifiées. Une première qui est donc d'écrire une feuille de route régionale, donc les grandes orientations, et un plan régional d'adaptation au changement climatique qui va être le plan d'action décliné par filière. Donc, comment on souhaite s'y prendre et comment on va s'y prendre? En fait, on va s'appuyer bien sûr sur les travaux du Varenne, les travaux de la thématique 2 et 3, mais aussi sur les plans d'action, d'adaptation qui sont déjà en cours pour certaines filières. Le but, c'est de, pas forcément à chaque fois réinventer, bien sûr. On va organiser donc des groupes de travail pour élaborer donc ce plan d'adaptation. Et puis, on va également mobiliser tout ce qui est comité régional filière, donc les COREFI, les commissions, les comités de la Chambre régionale.
Et puis notre comité de pilotage qui a été donc mis en place dans le cadre du Varenne et qui se poursuit, hein, qui va continuer d'exister pour voilà, valider en fait ce plan d'adaptation. Donc au niveau du calendrier, donc on s'est un peu donné comme échéance de réaliser ces éléments d'ici septembre-octobre 2022. Et donc après, on a une deuxième étape donc nous qu'on souhaitait mettre en place, hein, c'est voilà, d'avoir un événement, de lancer le plan régional d'adaptation au changement climatique en organisant donc un événement digital, un peu comme le séminaire là que l'on avait réalisé, mais avec cet aspect voilà, retransmis et facilement accessible par tous en visio, etc. Donc plutôt courant novembre-décembre 2022. Et donc tous ces éléments, eh bien, c'est réalisé par la Chambre régionale, par les acteurs des filières via les groupes de travail qui vont être organisés, et puis par les membres de toutes les instances de la Chambre régionale, avec bien sûr l'appui de notre comité de pilotage. Donc en fait, cette organisation, là, elle a été validée justement par le comité de pilotage là, le 8 avril 2022. Donc voilà, on continue d'avoir ces réunions. Le calendrier a un peu évolué depuis. Potentiellement, il va peut-être évoluer un petit peu, mais donc globalement, on est dans cette organisation. Alors, si je poursuis et que je rentre un tout petit peu plus dans le détail, donc les groupes de travail qui vont être organisés, donc on va identifier un peu 3 étapes, hein. Le but, c'est d'identifier les leviers d'adaptation de la filière. Donc pour certaines filières, on a déjà eu une pré-identification lors des travaux du Varenne. Ça va être identifier les leviers que l'on souhaite inscrire dans ce plan d'adaptation et puis de décrire ces leviers, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc là, je vais y revenir là aussi. Alors, pour la Nouvelle-Aquitaine, les filières qui vont être concernées donc, par ce plan d'adaptation, je vous les ai listées. Alors, en noir, c'est les filières qui vont intégrer ce plan d'adaptation. Et donc, en rouge, c'est encore les filières où on a encore une interrogation et on ne sait pas encore si on va les intégrer dans ce plan d'adaptation. Voilà, il y a une réflexion toujours en cours. Donc, on va vraiment avoir un plan d'adaptation par filière. Donc, on a les filières agricoles animales. Donc, on va avoir des actions pour tout ce qui est caprin, ovin viande, ovin lait, bovin viande, bovin lait, volaille palmipède. Donc, lapin porcin, ça reste encore à définir et tout ce qui est apicole va être intégré dans le plan d'adaptation. Pour les filières agricoles végétales, donc on va avoir la viticulture, les grandes cultures. Et puis tout ce qui est horticulture, fruits et légumes, là aussi, ça reste encore à définir. Est-ce qu'on fait un plan fruits et légumes général? Est-ce qu'on rentre dans les productions de manière plus précise? Là, voilà, c'est une réflexion qui est en cours. Donc, on aura sûrement un peu de vagues, en fait, si vous voulez. On va avoir les premières filières où les travaux et les groupes de travail vont être réalisés là et on aura des résultats d'ici fin juin. Et puis, un second temps, plutôt à l'automne, pour suivre avec d'autres filières. Et on a la forêt également qui va être intégrée dans notre plan d'adaptation. C'est vrai que cette forêt n'avait pas forcément été intégrée dans le cadre du Varenne et donc on souhaitait pour la région Nouvelle-Aquitaine l'intégrer dans ces travaux. Alors notre plan régional d'adaptation, voilà, là c'est un peu un projet, projet de plan régional d'adaptation. On a défini en fait 6 axes communs qui vont être communs à toutes les filières et dans ces axes en fait on va retrouver les actions spécifiques à chacune des filières. Donc 6 axes, alors ils sont listés là sur la diapositive. Donc le premier axe, c'est tout ce qui est renforcer l'acquisition de références. Le deuxième axe, donc on va être tout ce qui est développer des pratiques et techniques permettant une adaptation au changement climatique. Axe 3, donc on va être sur tout ce qui est infrastructure et agroéquipement, donc agir sur les infrastructures et les agroéquipements. L'axe 4, donc c'est tout ce qui est transférer les leviers d'adaptation. L'axe 5, donc accompagner la gestion de la ressource en eau. Et donc cet axe 5, elle va se référer en fait au plan d'action qui est en cours là, de réalisation, au plan d'action Adour-Garonne, où là qui a été déjà un peu défini. Donc le but c'est peut-être d'intégrer ce plan dans notre plan régional d'adaptation et de ne pas tout refaire. Et l'axe 6, on est sur le sol, donc améliorer la fertilité et vie du sol.
Et donc là, pareil, on reprendrait une feuille de route qui est en cours de rédaction par la Chambre régionale. Donc voilà, là, c'est un peu un premier jet. Peut-être ces axes vont être reformulés. On va peut-être en rajouter un autre. Là, c'est un peu les premiers travaux autour de ça. Et donc, je vous disais, donc pour chacun de ces axes, on va avoir donc des actions, les leviers d'adaptation. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'écrire chacune des actions qu'on aura intégrées dans notre plan d'adaptation sous cette forme-là, sous la forme de ce tableau Excel, avec, voilà, pour chaque action, l'objectif opérationnel qui va être décrit, une petite description de l'action, avoir une échéance, donc voilà, une estimation, hein, ce serait plutôt un levier sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Quel est le point d'entrée de l'action? Par où faut-il commencer pour mettre en œuvre en fait l'action? Une petite estimation donc du coût. Est-ce qu'on est dans un coût faible, moyen, élevé? Identifier donc les porteurs potentiels de l'action, les partenaires potentiels de l'action, les sources de financement, tout ce qui est indicateur de réalisation résultat, les conditions de succès. Et puis voilà, on a rajouté 2 lignes là sur voilà, l'action, est-ce qu'elle contribue à comment elle contribue à l'adaptation au changement climatique, est-ce que c'est beaucoup, peu, etc. Et pareil sur l'atténuation, contribution à l'atténuation au changement climatique. J'en ai fini à peu près là pour ma présentation et puis je laisserai la place aux questions pour compléter. Mais donc voilà, en gros, notre organisation et les groupes de travail là vont débuter. On va en avoir donc surtout sur la période de juin qui vont être mis en place. Parfait. Merci beaucoup Marie et merci beaucoup Marion pour ces présentations, donc ces exposés très intéressants. Là, effectivement, Mathieu, je vois pas mal de questions sur les chats. On peut commencer à y répondre, mais comme il disait Mathieu, effectivement, si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et allumer votre caméra. Et merci juste de vous présenter. Et pour donner les bons exemples, je l'ai zappé au départ, mais bon, moi c'est Stéphano Migliore, en charge des questions climat-énergie au sein des chambres d'agriculture France, anciennement à PCA, et je co-anime avec Jean-Pierre Coin d'Arvalis l'RMT Climat. Mathieu, tu as repéré des questions? On peut démarrer. Oui, on peut commencer par quelques questions en réaction à la présentation de Marion. Marion, tu présentais que les leviers espèces et variétés étaient principalement mentionnés, mais est-ce que ça ne concerne que les leviers, enfin, en gros, est-ce que ça concerne aussi la diversification, une approche plus de reconception des systèmes plutôt que plus un travail juste sur la génétique? Alors, il y a quand même un levier qui est diversification culturelle, et donc je pense que ça inclut justement ça. Donc, il n'y a pas que ce qui concerne la modification variétale, il y a vraiment aussi des leviers qui concernent la diversification et la reconstitution du système, mais ça, du coup, c'est plus dans le levier diversification culturelle que dans le levier espèces et variétés, même s'il y a des recoupements. Parfait. Pardon, je me permets. Effectivement, il y a des collègues chambres aussi. N'hésitez pas à réagir pour témoigner de votre diagnostic en région. Je vais regarder aussi également les questions. Il y a une question sur le fait que, enfin plutôt une réaction, mais là ça amènerait certainement à des réactions de la salle, sur le fait que les diagnostics territoriaux ont été faits assez rapidement, hein, c'est clair. Au-delà des premiers éléments là, que tu as pu présenter Marion, est-ce que vous, en tout cas dans la salle, vous aviez des thèmes qui auraient mérité d'être plus approfondis ou du moins qui seraient manquants dans ce qui a pu être abordé à la fois par Marion ou dans les diagnostics dont vous avez connaissance. Mais là, ça amène plus une réaction de votre part que je pense une réaction de toi, Marion, qui en a fait simplement une analyse. Et effectivement, pour un premier élément de réponse sur ça, bon, ça a été dit, les diagnostics ont été faits, mais
dans un pas de temps très court. Heureusement, je dis pour les réseaux chambres, il y avait toute l'antériorité aux travaux déjà conduits, notamment les outils qui sont en place dans certaines régions depuis 10 ans. Et donc, ils permettent d'évaluer les impacts. Les temps de travail lors du Varenne a obligé à faire des choix, donc à hiérarchiser certaines filières en fonction de l'enjeu économique ou de l'enjeu stratégique de la région, mais aussi en fonction des données disponibles. La couverture, elle n'était pas la même en termes d'outils et de données dans toutes les régions. Donc, c'est ce que je disais aussi, Marion, tout au départ, c'est-à-dire certains, ils ont plutôt identifié des territoires, certains, ils ont élargi à l'échelle de la région, justement aussi pour ces questions des données disponibles. Donc, c'était un travail fait dans le cadre du Varenne à un pas de temps très court. Les plans d'action qui suivent là derrière et dans lesquels chaque région travaille au niveau des partenaires sur les actions à mettre en place, là, vraiment, c'est un choix sur élargir, sur de nouvelles filières. C'est un peu les témoignages que nous a fait Marie sur, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine, où on s'interroge sur des filières intégrées, comme par exemple les choix de la forêt, c'est un choix fort du départ, c'est déjà clair. Mais voilà, on s'interroge aussi sur d'autres filières qui pourront être intégrées. Donc, c'est un peu à chaque région de trouver sa dimension en fonction aussi de ses moyens. Si, voilà, un premier élément de réponse. Je ne sais pas s'il voulait y en avoir d'autres réactions. En attendant d'autres réactions, Marion, on te posait la question également sur les leviers génétiques en production animale. Est-ce que c'est évoqué dans ce que tu as pu voir? Oui, c'est évoqué. C'est pas le levier le plus évoqué pour les animaux. J'ai vu qu'il était dans 5 diagnostics. Donc, mais oui, c'est évoqué aussi. C'est en partie évoqué dans la cartographie également, qui a été produite et dans la matrice de levier donc, qui sera bientôt disponible sur RD Agri. Marie, il y avait des questions sur les financements des actions. Vas-y, Marie. Stéphano, financement des actions. Alors, pour le moment, on n'a pas forcément identifié les actions. Pour moi, ça va être une réflexion qui va être engagée là aussi. Donc là, on écrit ce plan d'adaptation. Et après, donc voilà, pour moi, on mobilisera voilà, des appels à projets en fonction pour mettre en œuvre certaines actions. Mais peut-être, Stéphano, tu veux compléter. Oui, alors effectivement, sur la réalisation des diagnostics, il n'y a pas eu de financement dédié aux chambres d'agriculture pour mener ce travail. Donc, les chambres d'agriculture se sont appuyées en grande part, bien sûr, sur les CASDAR. Donc, c'est un financement CASDAR, et donc les programmes annuels de développement agricole et rural, les PRDR. Pour la suite, sur la mise en place de ces plans d'action, notamment la recherche et financement, c'est une question clé. Et parmi les sorties du Varenne, et notamment de la thématique 2, une des recommandations qui était faite par la présidente Anne-Claire Vial et le rapporteur François Champonnet, c'était effectivement ça. C'était une cohérence. Les points de vigilance portaient sur ça, sur les besoins d'une cohérence des politiques publiques au niveau national et au niveau régional pour permettre effectivement la mise en œuvre de ces leviers. Et comme disait Marie, bien sûr, côté chambre, mais côté aussi institut filière, il y a les grands guichets comme les PIA4, les programmes d'investissement d'avenir, les 4e, ou France 2030, dans lesquels, effectivement, certaines de ces questions, ils pourraient être traitées, notamment l'appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs territoriaux ou une partie de ces leviers ou des actions concernant l'adaptation, notamment avec de nouvelles technologies, pourraient être conduites. Mais vous savez bien, c'est toujours un appel à manifestation d'intérêt, donc déjà, il faut être retenu pour lancer l'action. Virginie Guichard, vous vouliez réagir? Ah oui, mais du coup, j'ai mis dans le chat, c'était sur la question des évolutions génétiques animales. Ça a fait débat chez nous avec une frilosité de la part des élus de l'élevage, parce qu'effectivement, ça peut amener à revoir tous les schémas de sélection génétique. Et on sent bien qu'il y a un sujet sur, on va dire, des races plus robustes, plus adaptables, notamment aux sécheresses, et que là, il y a
il y a vraiment des travaux à conduire avec l'Institut de l'élevage, mais aussi de réassurance, on va dire, de l'ensemble de la filière. Parce que on a senti, c'était là un des points les plus, on va dire, sensibles dans les échanges avec les élus pour nous. Laurent, vous pouvez réagir. Je Oui, donc m'excuse, peut-être Marion, on a de gros Laurent travaux dans le Journeau, bâtiment. oui, Pardon, désolé, oui. on a beaucoup de travaux dans le bâtiment, du coup, Voilà. on coupe des fois un peu le son. Voilà, c'est pour ça, mais bon, ça perce un peu au-dessus de ma tête. Laurent Journeau, donc directeur de France Génétique Élevage. Hein. Effectivement, ça fait partie des leviers qui ont été identifiés, qui posent pas mal de questions, parce que les vitesses d'adaptation ou de changement de niveau génétique peuvent être parfois un peu longues et lentes, hein, en particulier en bovin. Mais il y a pas mal de choses certainement à explorer. Et effectivement, au-delà du choix de race ou simplement d'orientation, effectivement, les compositions des troupeaux, interraciales ou en recourant à du croisement et des choses comme ça, sont vraiment des choses à interroger de façon importante face aux défis auxquels on est. Mathieu, tu regardes quelques questions. Moi, je suis un peu perdu. Sur les questions, je vois des mains levées. J'en profite. Mathieu, tu regardes un peu les questions. Je donne la parole à Isabelle. Isabelle, je t'en prie. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à Marie. Je voulais savoir, au niveau des échéances, tu as parlé de 2022, 2025, 2030. C'est ces échéances-là qui sont un peu envisagées dans le plan d'action, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, au niveau, oui, exactement, c'est ça. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on a défini. Après, en fonction des groupes de travail qu'on va mettre en place et puis peut-être des travaux qui vont en résulter, on ajustera. Hein, mais pour le moment, oui, on est plutôt sur des leviers à ces échelles-là, ces échéances. Et par rapport aux indicateurs agroclimatiques dont vous pouvez disposer, vous êtes aux mêmes échéances ou il y a des décalages? Alors, aux indicateurs agroclimatiques, on a des échéances peut-être plus, on est plus dans les 2030, oui, donc ce qui peut correspondre. Et puis après, oui, 2050, un peu plus éloigné. Mais D'accord, bon, merci. après, voilà, ça va être ajusté en fonction des leviers qui vont être proposés. C'est plutôt là une première trame, un projet de trame, on va dire, de plan d'adaptation. Là, tous les groupes de travail vont être réalisés, donc tout ça va être Vous n'avez pas encore commencé avec un Non, groupe voilà, en j'ai des particulier? premières dates, mais plutôt en juin, donc on n'a pas encore commencé exactement. Ok, merci. De rien. Question. Vas-y, Stéphane. Non, j'en profite juste pour donner un élément de contexte. Après, effectivement, on répondra à la question. Les Varennes, sur la thématique 2, et là, on vous a mis sur les chartes les liens vers un PDF qui est stocké dans R&D Agri. Là, vous avez tous les livrables du Varenne, tous les 3 thématiques confondues, dont les diagnostics territoriaux. Et vous avez aussi la charte d'engagement État, filière, territoire. C'est les points de sortie pour la thématique 2. Et c'est important car dans le cadre de ces chartes, les filières comme les territoires, ils se sont engagés à produire des stratégies et des plans d'adaptation régionaux avec une feuille de route pour les mettre en place d'ici la fin de l'année, mais avec un objectif de mise en œuvre de ces plans, de ces stratégies d'ici 2025. Et ça vous donne un peu les contextes. Et tout récemment, il y a la nomination du délégué interministériel au Frédéric Vaux
qui sera en charge de suivre la poursuite du Varenne, notamment sur la thématique 3, sur la question de l'eau, mais aussi sur la thématique 2 concernant les stratégies filières et les plans d'adaptation territoriaux. Pardon Mathieu. Non, pas de souci. On avait une double question qui s'intéresse dans un premier temps à toi Marion et ensuite à Marie. Dans un premier temps, Marion, est-ce que tu as pu qualifier, caractériser parmi les leviers que tu avais recensés, ceux qui étaient plutôt de l'ordre de l'efficience, de la substitution ou de la reconception? Et du coup, Marie, comment justement est-ce qu'on fait quand on a un plan à l'échelle d'un territoire pour lier, enfin du moins intégrer une certaine transversalité entre les filières quand on est dans une optique de reconception de système? Marion, si tu peux. Moi, ça va être rapide. Non, j'ai pas fait cette classification. Oui, c'est envisageable, effectivement. Et du coup, par rapport à la deuxième question, alors désolée, là aussi on a des travaux, donc si vous entendez, tu me pries, excusez-moi. Du coup, alors pour le moment, en fait, en effet, on fait des groupes de travail spécifiques à chacune des filières. Et donc voilà, pendant ces groupes, j'imagine que voilà, au niveau de ce groupe, on ne va pas écrire d'une traite ce plan d'adaptation. Et donc derrière, je pense qu'on aura en effet d'autres réflexions pour peut-être mettre en cohérence et puis avoir, voilà, lier un peu tout ça et pas être filière par filière, mais plutôt avoir des systèmes, puisque des fois, voilà, on a des systèmes ensemble. Et pour qu'on ait une cohérence au niveau territorial. Ça sera peut-être dans un second temps. On va d'abord engager les premiers travaux un peu cloisonnés finalement, filière par filière, pour après trouver une cohérence. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais voilà. Pascal, vous avez levé la main. Oui, bonjour, Pascal Carrère, INRAE. Moi, j'avais une question par rapport à tous ces travaux et en particulier la fragilité que je vois dans l'approche filière. C'est en fin de compte, dans ce que j'ai vu beaucoup de choses qui ont trait à de l'amélioration, à continuer à de l'optimisation, accroissement de l'efficience, mais j'ai pas vraiment vu grand-chose qui est en rupture. Et en gros, moi, voilà, par exemple, avec l'approche, je ne sais pas, d'avoir des approches qui sont plus intégrées, de voir, j'ai pas vu le mot agroforesterie, j'ai pas vu polyculture élevage, j'ai pas vu des choses très transformantes. Et moi, je m'inquiète un peu. Voilà, à l'heure actuelle, c'est comment est-ce qu'on va changer si on continue à brasser avec des acteurs qui sont très orientés par rapport à leur optimisation économique ou autre, alors que le changement qu'il y a, il faut avoir des changements, je pense, qui sont vraiment sur des changements réflexifs beaucoup plus profonds et qui ne soient pas que sur des plans d'amélioration. Donc j'entends ce que vous dites, Marie, sur on commence comme ça et puis on fera la synthèse. C'est un peu ce que j'ai l'impression d'entendre depuis 10 ans, moi, dans mes travaux R&D. Et je me demande quand vient la synthèse. Voilà. Et c'est un peu une alerte parce que sur les choses que l'on voit, il y a pas mal de travaux qui ressortent sur mettre, plutôt que de travailler sur l'adaptation, c'est travailler sur l'adaptabilité des systèmes. Et ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on s'adapte à quelque chose, alors que lorsqu'on travaille à l'adaptabilité, on prend en compte la variabilité, le risque dans la réflexion. Et de la même manière, le terme de robustesse n'apparaît pas comme étant des choses qui sont recherchées dans toutes ces filières. On voit plutôt des choses qui sont très finalisées. Donc voilà, c'est un peu la réflexion. Donc, je suis en agroécologie et c'est vrai que ce sont des inquiétudes qu'on a sur l'adaptation des systèmes d'élevage, en particulier dans les zones de moyenne montagne, où on voit des conflits d'usage qui commencent à émerger, mais de façon assez violente, sur l'abreuvement des animaux, par exemple, sur le bien-être animal que l'on a aussi, et qui vont avoir des conséquences sur l'utilisation des territoires, et qui obligent d'avoir une véritable reconception entre l'intégration en pleine montagne, l'utiliser l'eau, pour qui, pourquoi, à quel moment, c'est des questions vraiment territoriales qui dépassent des fois un petit peu aussi le seul cadre de l'agriculture. Donc voilà, c'est plus une préoccupation
et de savoir vous qui avez suivi justement ces travaux-là, comment est-ce que ça a été appréhendé? Est-ce que ça l'est appréhendé? Est-ce que c'est simplement dans les retours qui sont faits que vous avez essayé de montrer des choses un peu finalisées et plus appliquées, ou est-ce que ça fait partie aussi des discussions? Si je peux, Marie, tu compléteras. Effectivement, les scénarios de rupture, j'entends très bien, hein, et on partage surtout au niveau du territoire, du terrain, les remontées. C'est ça, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on fera encore de la vigne à un certain endroit où voilà, les conflits d'usage avec l'eau nous dira que c'est plus la peine, ou pour avoir la même production d'aujourd'hui, il faudra mettre 3 fois le volume d'hommes d'aujourd'hui. C'est vraiment de l'adaptation, on l'entend comme ça. C'est des questions qu'on se pose, qu'il y a des remontées de terrain. Mais à ce stade, vraiment, les diagnostics, pour comme on l'a entendu, c'était objectiver les impacts et mobiliser les acteurs du territoire. Tous, parce que c'est aussi ça les gros enjeux. Les Varennes, ils s'est branché à un moment donné, en fin de mandature, mais dans les régions, il y avait déjà des travaux qui étaient menés depuis longtemps. Hein, donc, les Varennes, il n'a pas découvert des choses nouvelles. Et donc, je sais que certaines régions, là, ils sont en train de voir comment imbriquer les sorties du Varenne avec qu'est-ce qu'ils avaient enclenché en région. D'où les grands efforts qui font les chambres régionales, c'est-à-dire de mettre le plus de monde autour de la table pour en discuter, parce que ces scénarios de rupture-là, ils font peur, hein, ils font peur à les agriculteurs, ils font peur un peu à tous. Et donc, c'est vraiment à ces jours, les diagnostics, ça servait à objectiver les impacts et montrer à tous qu'il n'y a plus de choix, il faut agir, mais on n'est pas allé, voilà, comme je l'entends et comme je l'ai vécu au national, on n'est pas allé jusqu'au bout en dire, et aujourd'hui, voilà, cette production n'aura pas lieu, il faut trouver les alternatives pour éviter les départs des agriculteurs. On sait déjà les gros soucis qu'on a pour le renouvellement des générations. Tout ça, ça fait un peu peur, mais on l'entend. C'est un signal que nous, on a bien détecté au niveau du territoire. Et c'est ça, en fait, ce qui n'est pas évident. Les Varennes a mis un cadre, il y avait un rendu à rendre à la fin. Là, c'est un peu là, toutes les régions qui cherchent leur voie avec les acteurs locaux pour vraiment mettre en place, et c'est ça qui nous brime au niveau du conseil, hein, du transfert, c'est comment on fait déjà à ce stade, mais même dans les cas de l'urgence climat, on sait qu'on n'échappera pas à ces scénarios de rupture. Mais je n'ai pas de réponse voilà, à court terme. Non, mais il n'y a pas nécessairement. Voilà, c'était dans la réflexion et dans les retours de savoir si les choses étaient, enfin, si cette idée était faite, parce que c'est vrai que j'entends que ça peut faire peur, hein, des choses, mais ça peut être aussi des ouvertures et des opportunités vers des nouvelles générations ou des gens qui souhaiteraient s'installer avec d'autres systèmes. Et c'est pour savoir comment, voilà, dans chaque région, il y a des plans alimentaires territoriaux qui se mettent en place. En Nouvelle-Aquitaine, il y a l'avantage d'avoir aussi un territoire d'innovation qui est assez actif. Il y a la même chose en Bretagne. Voilà, moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que ces structures-là qui ont été mises en place dans les cadres des PIA il y a quelques années, est-ce qu'elles ont pris, est-ce qu'elles ont pris le relais? Est-ce que ça peut être des leviers sur lesquels regarder ou travailler ou comment accompagner la prise de risque, hein? Donc, c'est pas c'était plutôt dans la philosophie de la chose. De faire attention, voilà, de travailler sur d'autres notions qui sont en train de sortir et sur lesquelles on pense que ça peut donner des leviers d'adaptabilité qui seront peut-être plus souples que des solutions qui semblent un peu dirigistes, quoi. Voilà, c'est l'état de la réflexion qu'on a. En tout cas, merci pour les synthèses, c'était très éclairant. Merci bien. Et certaines régions, voilà, juste pour ajouter, certaines régions ont effectivement identifié des nouvelles opportunités en région. C'est dans cette optique-là d'identifier, par exemple, des productions pas présentes, mais qui pourraient prendre la place à d'autres productions. On a dans beaucoup de régions, par exemple, le développement des légumineuses à graines pour l'alimentation humaine. C'est quelque chose qui démarre, mais là, on a des retours qu'on a. On a beaucoup de travaux et beaucoup de régions qui travaillent sur ça, mais là, on se rend compte effectivement qu'on arrive un peu à un souci sur la structuration de la filière, donc l'aval. Et donc, c'est vraiment la dernière marche à franchir, mais on n'est pas là encore. Voilà. Mais les PAT peuvent être très utiles là-dedans parce qu'ils travaillent avec les consommateurs et montrer qu'il y a une attente du consommateur, ça peut permettre justement à la filière de prendre le risque ou de rentrer là-dedans. Voilà. Merci en tout cas.
Marie Scénario, vous vouliez peut-être réagir justement à ce qui était abordé? Vous pouvez mettre votre micro. Excusez-moi. Moi, j'ai juste une question, hein. Je suis désolée, je débarque un peu parce que je suis toute nouvelle dans le poste à la Chambre d'agriculture Centre-Val de Loire. Je n'ai pas participé aux travaux sur le diagnostic, hein. Par contre, ce qui m'interroge, c'est que vu de l'extérieur, quand on arrive, on a l'impression que des travaux sur l'adaptation, il y en a dans tous les sens. Et moi, je me pose beaucoup de questions avec le lien avec les stratégies qui sont en train d'être mises en place aussi à l'échelle des bassins et des agences de l'eau. Et c'est très compliqué d'y voir clair. Moi, je ne sais pas comment est-ce comment vous travaillez cet aspect-là aussi, parce que, moi, ça m'interroge, hein. J'ai vu aussi des projets financés par l'ADEME, donc Adaptagro, qui sont mis en œuvre au niveau des filières, aussi en région. Il y a un nombre d'initiatives énormes, et j'ai l'impression on est tous en train de faire un peu la même chose sur certains côtés. Et moi, ça m'interroge beaucoup comment on peut trouver une information un peu clarifier là-dessus, au moins sur les dispositifs qui ont été mis en œuvre. Si, alors, pardon. Je peux répondre là pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors nous, justement, on essaye de pas tout refaire et de prendre en compte là, ce qui a été fait. Donc, on est impliqué dans le projet Adaptagro pour tout ce qui est bovin viande et bovin lait. Et donc, le but, c'est que dans notre plan d'adaptation, en fait, on retrouve les actions d'adaptation qui ont été mises en évidence dans ce projet. Pareil pour du coup, le bassin à Dour-Garonne. Il y a toute une stratégie en lien avec l'eau d'adaptation qui a été réalisée. Donc, le but, c'est là aussi de l'intégrer dans notre plan d'adaptation. Donc, voilà, pour certaines filières qui sont avancées, le but, c'est d'intégrer les travaux déjà réalisés. Et puis, pour les autres, c'est de réaliser ces travaux, mais d'avoir une cohérence, en effet, pour s'y retrouver. Et juste pour compléter, et sur tout ce qui s'est mis en place, tu l'as dit, Maryse, SDAGE et ainsi de suite, là, la cohérence des politiques publiques, c'est aussi une des tâches du délégué interministériel. Cette cohérence des politiques publiques, c'est vraiment quelque chose qui est identifié du départ. Donc, c'est quand même, on l'attend fortement, bon, sur les côtés hauts, mais il y aura cette besoin d'éclairage et de consolidation et de cohérence, c'est une des tâches de Frédéric Beau. Je suis resté figé? Non, c'est bon. Pardon. Virginie? Oui, Stéphano, moi j'avais remis une question dans le chat parce que à la dernière rencontre qu'on a eue avec la DRAF, pour voir effectivement comment on rebondissait et on repartait sur on va dire, une synthèse de nos feuilles de route, etc., et une intensification, et pour effectivement reprendre ce que disait tout à l'heure Monsieur Linray, comment du coup on passe aussi le cap de scénarios un peu plus de rupture ou d'innovation. La DRAF nous disait qu'éventuellement, en fait, ils étaient en attente de leur côté de consignes ou de cadrage que donnerait le ministère sur la manière de faire, les attendus, etc. Bon, j'imagine bien qu'en plus, il y a eu un changement de ministre. Donc, je venais un peu aux nouvelles, Stéphano, savoir, nous, on s'était un peu mis en attente, en fait, de ce cadrage. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent, qui bruissent, et y compris, on avait compris qu'il y aurait éventuellement des ponts qui seraient faits avec les deux grosses agences susceptibles effectivement de venir soutenir, donc l'ADEME et les agences de l'eau. Mais voilà, tout ça est très vague. C'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière. Donc, est-ce qu'il y a un calendrier qui a émergé? Qu'est-ce qui se dit à Paris? Ah, tu as coupé ton micro, Stéphano, on ne t'entend pas. Pardon. Non, effectivement, il y a eu des échanges déjà, comme je vous disais, avec les délégués interministériels. Donc, il est nommé, il va suivre surtout la thématique 3, mais aussi la thématique 2. Il y a les premiers échanges qui se mettent en place, mais là, c'est vraiment le premier échange. On attend aussi de voir aussi les nouveaux ministres. Pour l'instant, on ne l'a pas rencontré.
Et par rapport, oui, effectivement, l'agence de l'eau comme l'ADEME, et il y a des échanges plutôt en cours avec l'ADEME, avec effectivement des choses qui pourront être mises en place en termes d'accompagnement, d'action sur le territoire, et donc avec un cadrage et une méthodologie nationale. Mais on est à ce moment encore aux échanges. Mais voilà, les choses, ils avancent. Mais comme tu l'as bien dit, Virginie, c'est tout nouveau. Vous savez bien, juin encore, il y a une autre échéance, on verra bien. Mais pour l'instant, l'attente continue. On a des premiers éléments, mais à ce jour, rien de stabilisé. Alors, de l'autre chat, il n'y a pas de nouvelles questions. Enfin, c'était plus des réactions. Mais on ne va pas forcément les détailler. Je pense que chacun a pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient interagir? Ah, les liens, je vois. Stéphano, est-ce que tu voulais aborder d'autres sujets? Non, j'étais en train de balayer rapidement les questions pour voir s'il y avait autre chose, mais effectivement, non, pas à ce stade. Je vois aussi 14h07, on avait dit 1 heure, on peut rester encore quelques minutes, mais voilà, s'il y a encore des questions, ou sinon, on peut terminer ici. Je vois que les gens commencent à partir pour d'autres réunions. Voilà, À parfait. la limite, peut-être s'arrêter là du coup pour ce premier temps. Tout à fait. Parfait, mais s'il n'y a plus de questions ou de réactions, merci encore à Marion, merci à Marie, merci Mathieu, merci à tous et une bonne journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.